Dans cette vidéo, nous étudions le lien entre être différenciable et admettre des dérivées partielles. Toute fonction différenciable en un point admet des dérivées partielles en ce point. La réciproque est fausse. L'existence de dérivées partielles en un point A n'implique pas que f est différenciable en A. Voici un contre-exemple. On considère f l'application de R2 dans R définie par f de xy égale xy sur x2 plus y2 si xy n'est pas égal à 0, 0, et f de xy égale 0 si xy égale 0, 0. Cette application n'est pas différenciable en 0, 0, parce qu'elle n'est même pas continue en 0, 0. En effet, si je calcule f de xx, ça fait 1 demi, très facile à voir, et donc ça ne tend pas vers 0 quand x tend vers 0, ce qui contredit la continuité de f en 0, 0. En revanche, f, elle admet des dérivées partielles en 0, 0. En effet, si je regarde les applications partielles f de x0 ou f de 0y, ces applications sont identiquement nulles. Le dénominateur s'annule ici. Et donc, les dérivées partielles en 0, 0, elles existent, et elles sont toutes les deux nulles. En revanche, si on met une hypothèse plus forte, l'existence de dérivées partielles va entraîner la différenciabilité. L'hypothèse plus forte à faire, c'est que la fonction f doit admettre des dérivées partielles, pas seulement en un point, mais en tout point de U, et les dérivées partielles doivent être en plus continues au point A qui nous intéresse. Alors, dans ce cas, on peut démontrer que f est différenciable en A, et sa différentielle est donnée par cette formule, dfa de h égale somme pour i égale 1 à n, dhi d rond f sur d rond xi en A. On va démontrer ce théorème. On va pour cela se ramener à des résultats en une seule variable. Et notamment, on va devoir utiliser l'inégalité des accroissements finis pour des fonctions à valeur vectorielle, pour des fonctions à valeur dans Rp, mais définies sur des intervalles de R. Précisément, on veut utiliser le résultat suivant, soit i un intervalle, u de i dans R puissance P une fonction dérivable, et on suppose qu'il existe un réel M tel que pour tout t dans i, la norme de u' de t est plus petit que M. Alors, pour tout couple AB dans i carré, la norme de u de B moins u de A est inférieure ou égale à M, facteur de la valeur absolue de B moins A. Passons maintenant à la démonstration du théorème. On va considérer U un ouvert de Rn, f de U dans Rp, qui admet des dérivées partielles en tout point de U, et dont les dérivées partielles sont continues en A. Pour simplifier, on va supposer que A égale 0, et on va poser G de H égale f de H moins f de 0, moins ce qu'on voudrait être la différentielle de f en 0 appliquée en H, moins la somme pour i égale 1 à n des hi des ronds f sur des ronds xi de 0. Il s'agit, pour conclure, de démontrer que G de H est un petit taux de la norme de H. On va aussi utiliser l'hypothèse, c'est que les dérivées partielles sont toutes continues en A. Donc on va fixer epsilon positif, et on sait qu'il existe un delta positif tel que pour tout i dans 1n et pour tout x dans la boule de centre 0 et de rayon delta, bien, la dérivée partielle par rapport à l'im variable en x, moins la dérivée partielle de f par rapport à l'im variable en 0, la norme de cette différence est plus petite que epsilon. Pour simplifier la preuve, on va simplement traiter le cas n égale 2, mais le cas n quelconque est en fait exactement identique. Et on va considérer donc H1, H2 dans la boule de centre 0 delta, et on va écrire G de H sous une forme un petit peu différente. On va utiliser en fait le point f de 0, H2. Donc G de H, ça va être f de H1, H2, moins f de 0, H2, et on va mettre avec cela la première dérivée partielle, moins H1 des ronds f sur des ronds x1 en 0, 0, plus f de 0, H2, ici il faut bien que ces termes se simplifient, moins f de 0, 0, moins, et là on écrit la différentielle par rapport à la deuxième variable, moins h2 des ronds f sur des ronds x2 en 0, 0. Et on va étudier séparément chacune de ces lignes ici. L'intérêt étant essentiellement qu'on ne va plus travailler qu'avec des fonctions d'une seule variable. Ici, des fonctions qui vont dépendre que de la première variable, et ici, des fonctions qui vont dépendre que de la deuxième variable. Donc j'ai commencé par étudier f de h1, h2, moins f de 0, h2, moins h1 des ronds f sur des ronds x1 en 0, 0. Pour ça, je vais poser u de t égale f de t h2, moins f de 0, h2, moins t des ronds f sur des ronds x1 de 0, 0.
Alors si je suppose par exemple que H1 est positif, je peux dire que U, elle est dérivable sur 0H1, et sa dérivée, c'est U' de t, c'est donc ici, je dérive simplement par rapport à la première variable, donc j'ai d rond f sur d rond x1 en th2, ça ne dépend pas de t, et ici, simplement c'est linéaire, donc moins d rond f sur d rond x1 en 0, 0. Alors maintenant, je peux utiliser l'inégalité des accroissements finis. Pourquoi? Parce que bien H1, H2 était dans la boule de centre 0 delta, T est plus petit que H1, donc TH2 est aussi dans la boule de centre 0 et de rayon delta. Et donc je sais que la norme ici de d rond f sur d rond x1 en TH2 moins la norme de d rond f sur d rond x1 en 0, 0 est plus petite que epsilon. C'est-à-dire que la norme de U' de t est plus petite que epsilon. L'inégalité des accroissements finis, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, me permet de déduire que la norme de U de H1 moins U de 0, c'est plus petit que epsilon fois la valeur absolue de H1 moins 0, donc plus petit que epsilon fois la valeur absolue de H1. Et comme U de 0, U de 0 c'est facile de voir, ça fait 0, j'ai démontré que la norme de U de H1 était plus petit que epsilon fois la valeur absolue de H1. C'est-à-dire, si je reviens à la définition de U, j'ai démontré que f de H1 moins f de 0H2 moins H1 d rond f sur d rond x1 en 0, 0, c'est plus petit que epsilon fois la valeur absolue de H1. Je réécris ce que j'ai prouvé, et en fait, je peux démontrer avec exactement la même méthode que la norme de f de 0H2 moins f de 0, 0 moins H2 d rond f sur d rond x2 en 0, 0, c'est plus petit que epsilon fois la valeur absolue de H2. Donc je rappelle comment on avait décomposé G. On avait décomposé G en la somme de cette première partie qui arrive ici, plus la somme de cette deuxième partie qui arrive là. Comme chaque partie ici est plus petite en norme que respectivement epsilon valeur absolue de H1 et epsilon valeur absolue de H2, eh bien j'ai démontré que pour tout H dans la boule de centre 0 delta, G de H est plus petit que epsilon fois la valeur absolue de H1 plus la valeur absolue de H2. C'est-à-dire que c'est plus petit que epsilon fois la norme 1 de H. Et c'est exactement le résultat que je voulais démontrer. J'ai donc bien démontré que f était différenciable en 0. Un corollaire important de ce théorème, c'est le résultat suivant qui concerne les fonctions de classe C1. On peut démontrer assez facilement, une fois qu'on a démontré le théorème de cette vidéo, que si U est un ouvert de Rn et f une fonction de U dans Rp, alors les assertions suivantes sont équivalentes. La première assertion, c'est que f est différenciable sur U et que l'application qui va de U dans l'ensemble des applications linéaires de Rn dans Rp, qui a un point A associe la différentielle de f en A, elle est continue. La deuxième assertion, c'est que f admet des dérivées partielles, par rapport à toutes les variables, en tout point de U, et que ces dérivées partielles sont continues sur U. Et si l'une des deux conditions équivalentes que j'ai écrites ici est vérifiée, on dit que f, elle est de classe C1 sur U.